qui est assez inquiétant dans des séries comme Lovina où ils le font sur des personnages qui ont 4 enfants. Ouais, je n'ai pas trop compris ce vice. Je suppose qu'ils ont une petite attirance pour les jeunes filles qui commencent à éveiller leur sexualité ou quoi que ce soit. Mais bon, c'est quand même un petit peu bizarre. Et un autre truc un petit peu bizarre à propos des ecchi, c'est le fait que quand un personnage masculin a une érection, on va dire ça comme ça, il saigne du nez. Ça, c'est un truc que je n'ai jamais compris à propos de la plupart des Japonais. Pourquoi est-ce qu'ils saignent du nez? Il y a plusieurs théories qui courent. Comme il y en a certains qui disent que c'est plus classe que de montrer le sang qui se dessine dans leurs pantalons, et d'autres qui disent que les personnages féminins dans ces séries sont tellement sexy et se mettent tellement en valeur que la réaction est tellement puissante que ça nous provoque des problèmes au cerveau que du coup on pisse du sang du nez. Mais comment tu fais pour pas exploser ton slip? Je pense à des tas de petits chats morts. Des tas de petits chats morts. Mais bon, ce ne sont que des théories, alors on n'est pas sûr. Généralement, les ecchi, ce sont des dessins animés japonais à caractère un petit peu érotique. Je dis un petit peu érotique parce que quand on dit érotique, on pense tout simplement à un magazine qui se contente de montrer des super nanas sans rien d'autre. Alors que, au contraire, dans les ecchi, ce qui m'attire justement, c'est le fait qu'ils développent quand même leur personnage, qu'ils les rendent attachants et qui nous font passer de bons moments au lieu de nous montrer constamment des gros seins, des trucs comme ça. Et l'un des meilleurs exemples, c'est Lovina, qui, bon, comme le dit le genre, on a pas mal de scènes osées avec les filles qui se retrouvent quelquefois toutes nues, et un personnage masculin auquel on est censé s'identifier, qui se retrouve bien entendu dans une situation où, devoir cohabiter avec une petite dizaine de filles, c'est sûr, c'est un petit peu gênant. Enfin, c'est une espèce de code qui se répète dans la plupart des ecchi comme ça. On a un garçon qui se retrouve à cohabiter avec plusieurs filles, qui se décide déjà sur qui il veut comme petit ami, là auquel on est censé s'identifier, qui se retrouve bien entendu dans une situation où devoir cohabiter avec une petite dizaine de filles, c'est sûr, c'est un petit peu gênant. Enfin, c'est une espèce de code qui se répète dans la plupart des ecchi comme ça. On a un garçon qui se retrouve à cohabiter avec plusieurs filles, qui se décide déjà sur qui il veut comme petit ami, mais ça ne change pas que le mec est tellement gentil, attachant et tout, que toutes les filles du coin tombent amoureuses de lui. C'est toujours un truc exagéré. Je sais pas si ça le fait entièrement pour tous, mais quand même, c'est un petit peu exagéré, surtout dans le cas de Lovina où je vois pas du tout ce qu'il a de génial ce personnage là. Enfin, dans le cas d'une autre série comme Ayuri Aochi, là je les comprends tout à fait parce que putain que ce personnage est bon. Tout simplement bon. Il est juste, il est gentil, il fait toujours la chose la plus intelligente à faire, mais ça ne va jamais dans le stéréotype. Il a quand même une certaine colère, des petits défauts, mais qu'on le comprend tout à fait. Sérieusement, si je connaissais personnellement ce mec, je donnerais ma vie pour des personnages comme ça. Des mecs comme ça, on devrait en avoir plus. Ainsi, on aurait une meilleure vision de l'humanité. Bon, enfin, c'est un épisode un petit peu spécial où je vais pas faire la review d'une série en particulier. Passons au reste. Mais le code des ecchi avec la colocation ne se prête pas seulement au seul genre-là, aussi au shoujo avec Fruit Basket, qui est quasiment un ecchi mais inversé. Où cette fois, c'est une fille qui se retrouve à cohabiter dans un coin avec beaucoup de mecs. Et qui, oui, tous les mecs, quasiment, tombent amoureux d'elle. Enfin, pas au point qu'ils avaient le secrètement pour eux, tout ça, mais bon, disons qu'ils ont une marque d'affection proche de l'amour. Voilà. Bon, enfin, ces histoires de colocation et tout, dit comme ça peut vous paraître chiant avec un truc du genre la vie à 5. Seulement, petit truc que le vie à 5 n'a pas, elle nous rend les personnages attachants avant de nous faire chier avec leurs sentiments. Oui, la plupart de ces séries reprenant le code de la cohabitation commencent toujours par nous faire rire, nous montrer des trucs complètement délirants, pour nous faire passer de bons moments. Ce qui fait, quand ils viennent à la partie où on découvre un petit peu ce qu'ils ont au fond d'eux, quand ils révèlent leurs sentiments et tout, on en a quelque chose à foutre. Et oui, prenez ça dans les séries comme Plus belle la vie ou je sais pas moi, La vie à 5 Beverly Hills. Rendez vos personnages plaisants avant de nous faire chier avec leurs états d'âme. Ainsi, on en aura quelque chose à foutre. Ainsi, quelque part, on les considérera comme nos potes. Le meilleur exemple, c'est Nana, un autre shoujo assez connu. L'histoire est, sur le papier, elle peut sembler chiante avec des histoires d'amour, de séparation, de rêve et tout. Seulement, il nous rend des personnages
attachants. Il nous les montre dans des moments assez marrants, assez sympathiques, avant de nous montrer les moments durs pour eux. Comme ça, on comprend pourquoi c'est dur. Si Plus belle la vie reprenait ces codes, alors on n'aurait pas la facilité de cracher dessus. C'est tout. C'est pas une question de bien jouer, de scénario ou quoi que ce soit. Non, c'est une question d'exploitation. Bon, enfin, passons aux autres genres. Un autre genre bien particulier de la Japanimation, ce sont les mechas. Des séries qui comprennent généralement des robots géants qui se battent entre eux ou qui battent d'autres choses. Le plus connu d'entre eux est bien entendu Transformers, mais ceux qui s'y connaissent un minimum connaissent par exemple Evangelion, Gundam, qui est un véritable Space Odyssey à la mecha, Goldorak, Robotech. Moi personnellement, celui que j'aime bien et qui apparemment n'a pas beaucoup de succès, c'est Patlabor. Je n'ai pas vraiment vu la série, mais j'ai vu le film qu'ils ont fait, qui est vraiment intéressant. C'est vraiment le mélange des genres. Dans l'ensemble, c'est un film méca basique, avec des robots et tout, mais en même temps, c'est un véritable polar. En effet, le côté polar, il est plus exploité que le côté méca, que le côté action ou autre chose. Franchement, je le conseille, ce film. Après, j'ai pas vu les autres films qu'ils ont fait sur Patlabor, et faudrait vraiment que je les vois, hein, parce que s'ils sont aussi bien que le premier, je n'ai aucune excuse de ne pas les avoir vus. Il y a deux autres genres que je vais me contenter de mentionner, ce sont les Shonen Ai et les Shoujo Ai. Qu'est-ce que c'est? C'est quasiment deux genres différents, prenant des histoires homosexuelles. D'un côté entre garçons, d'un côté entre filles. Et oui, nous, de notre côté, on a toujours un petit peu du mal avec l'homosexualité. On a genre une série sur l'homosexualité entre femmes et un film sur l'homosexualité entre hommes. Mais au Japon, on a quasiment des genres sur ces trucs-là. Nous, quand on nous sort un film sur l'homosexualité comme I Love You, Philip Morris, Le secret de Brokeback Mountain, on dit oh, mon Dieu, ils osent montrer de l'homosexualité, ils arrivent à nous rendre ça touchant. Oh, c'est génial ce film. Oh, ils osent de quoi? C'est pas la première fois qu'on parle d'homosexualité et c'est d'ailleurs sur le fait qu'on montre de l'homosexualité, quelque part c'est de l'homophobie, je vous signale. Tandis que les Japonais, eux, ils n'en sont plus à ce stade-là. Eux, l'homosexualité quasiment banal. Au point que eux, là où on fait vraiment oh mon Dieu, il peut montrer des trucs comme ça, il peut nous faire ce truc est bien pour être honnête, et le truc qu'ils mettent en valeur, l'inceste. Non, je déconne pas. Il y a des séries, non pas vraiment des séries, des OAV, les OAV si vous voulez c'est des longs métrages qui sortent pour la télé, enfin, ils ont quasiment des OAV sur l'inceste. Et en faveur de l'inceste. Et ça nous donne envie de les approuver. Oui, il y a des OAV du genre Angel Sanctuary ou celui-là qui s'appelle littéralement J'aime ma sœur, où ils mettent en place une histoire d'amour généralement inceste. Bon, je suis d'accord avec vous en disant c'est dégueulasse et tout, c'est pas moral ou quoi que ce soit, mais la manière dont ils nous l'amènent dans ces OAV fait qu'au final on se dit bon d'accord, c'est dégueulasse et tout, mais s'il vous plaît, rien que pour cette fois, est-ce que vous pouvez faire en sorte que tout le monde soit d'accord pour qu'il puisse être heureux, s'il vous plaît? Donc ouais, certains ont sûrement compris ce que je voulais dire. Arrêtez de nous faire chier avec des films, ouais, ils osent nous montrer de l'homosexualité, parce que honnêtement, il n'y a pas vraiment de quoi oser, c'est juste un truc de la vie. Tandis que les Japonais, eux, ils osent vraiment des trucs et ils y arrivent. Bref, je pense qu'on a fait le tour de tous les genres qui étaient possibles. Patron, il y a un genre assez particulier que vous oubliez. De quoi que tu parles? Ah si, qui prouve aussi que les Japonais ne se limitent pas à l'enfance. Je n'ai jamais entendu parler de ce genre, Willy. Les hentai, les japanimés de porno. C'est gentil de ta part, Willy, de rajouter des arguments comme quoi dans la Japonimisose des trucs que les dessins animés occidentaux n'osent pas. Mais je te trouve très important de me rappeler quelque chose que je t'avais formellement interdit, de me rappeler quelque chose de tellement horrible et Patron, vous me faites peur. dégueulasse que je m'étais préparé psychologiquement à les bloquer à ces souvenirs pour être sûr de ne plus me rappeler des choses horribles. Ces tentacules qui violent des personnages, des bêtes mutantes, des femmes et attends une minute, oui, tu me l'as rappelé? Je devrais te tuer pour ça.
je faisais, vous étiez en train d'enregistrer un épisode de l'Explorer, patron. De quoi je parlais? Vous parliez de la japanime. Ok. Bon, un autre genre, bon, qui n'est pas vraiment existant, c'est un genre qui respecte ce code. On a un truc qui regroupe certaines passions. On a, disons, un jeu. Un jeu qui passionne tellement de monde que quasiment toute la planète, avec ses politiques, ses morales, et tout ça, tourne autour de ça. C'est un genre bien débile. C'est même le plus mauvais genre de la japanime. Le plus connu d'entre eux, c'est bien entendu Pokémon, où il faut quasiment des combats entre animaux, et tout le monde l'approuve, et toute la société tourne autour de ça. C'est pas logique pour un saut, et honnêtement, pourquoi c'est génial de faire combattre des animaux? D'accord, ils ont des super pouvoirs, c'est cool, mais pas au point de faire tourner toute la planète autour. Vous savez, il y en a qui peuvent ne pas aimer, même une grande majorité qui peuvent ne pas aimer. C'est la diversité, vous en avez entendu parler? Mais croyez-le ou non, ce genre est tellement génial qu'ils en ont fait des copies. Un autre des plus connus, c'est Yu-Gi-Oh! Bon alors, quand j'ai entendu parler de Yu-Gi-Oh, je me suis dit, un mec qui a la classe, qui combat ses ennemis avec des cartes magiques. Mais c'est cool comme concept, ça va être génial comme série, parce que se battre avec des cartes, c'est cool, non? Ouais, mais seulement, je ne m'attendais pas à ce qu'ils se battent littéralement en jouant aux cartes. Pas avec des cartes, mais en jouant avec des cartes. Ce qui veut dire, il y a un gros méchant, un gros gentil, ils se confrontent en faisant quoi? Une partie de cartes. Mais c'est ridicule. Et puis encore une fois, Yu-Gi-Oh! Est une de ces séries qui prennent plusieurs épisodes pour un simple combat. Franchement, vous imaginez 5 épisodes entiers sur les mecs qui sont en train de se battre en lançant des cartes. Ah, j'ai dans les 4000 points. Ah, attention, tu vas peut-être pas tomber dans mon piège et tout. Alors, vous voulez par 5 épisodes, un truc comme ça? Exact, ton dragon il est à une attaque de 1400 points, tandis que celle du bouffon des ténèbres ne vaut que 600 points. Mais si je la combine avec la carte que voici, le générateur d'énergie négative, elle va multiplier l'attaque de mon monstre par 3. Je joue Gaïa, le chevalier féroce, dont le pouvoir destructeur s'élève à 2300 points. Au tour suivant, mes 3 dragons aux yeux bleus seront libres d'attaquer, peu importe la carte que tu tires. Moi personnellement, je préfère voir la version abrégée de Yu-Gi-Oh! Plutôt que le Yu-Gi-Oh! Qui nous donne. Holy raw, real monsters. Actually, they're just super advanced holograms created for the sole purpose of enriching the experience of a children's card game. Okay, seriously, you've got to be f***ing kidding me. Who wastes all their money on something like that? The guy who's going to beat your pasty pharaoh butt with 3 blue eyes white dragons. That's who. Ah, Exodia! It's not possible! Nobody's ever been able to summon him! Really? Is that because it's so rare? No, it's because this game makes no sense. Nobody can figure out how to do it. Mais franchement, des duels de cartes, c'est ridicule les mecs, il y a des fans, mais honnêtement, faudrait peut-être que vous vous rendiez compte que c'est nul comme concept. Après que vous trouviez personnage charismatique, peut-être, ouais, sûrement. Moi j'ai vu que la version américaine, donc je peux pas dire. Mais bon, quand même, c'est quand même un concept débile. Honnêtement, est-ce que vous connaissez une seule série ou un seul film où le monde repose sur une partie de cartes qui n'est pas ridicule? Ça compte pas, le contexte n'était pas stupide. Ce sera quoi la prochaine fois? Des combats avec des toupies?